Bonsoir donc à tous et à toutes. Ça y est, nous avons établi le contact pour discuter, réfléchir ensemble à cette question de neuromarketing dans le cadre de la semaine du cerveau. Il faut savoir que depuis une quinzaine d'années, Nielsen, Ipsos, Publicis comptent des départements de neuromarketing. Qu'est-ce que ça nous apprend, hein, que nous apprennent les neurosciences cognitives de nos actes de consommation? Quel usage peut-on faire de ces connaissances? Pour en discuter ce soir avec moi à Paris, à ma gauche, Hervé Schneves, président du comité d'éthique de l'INSERM. Bonsoir, monsieur. À côté de lui, Brigitte Chamac, sociologue ingénieure de recherche INSERM au CERMES 3 à Paris. Bonsoir. À Nice, nous avons avec nous Antoine Deswart. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert indépendant en sciences cognitives appliquées pour les entreprises. Vous êtes également fondateur et gérant du cabinet Ocytocine Dealer. Nous reviendrons sur ce magnifique titre Welbeckien. Et puis, à côté de lui, Nathalie Lazaric, directrice de recherche CNRS au GREDEC à Sofia, Antipolis à Valbonne. Bonsoir. Alors, pour ceux qui nous suivent avec grande attention, vous savez qu'on a un rituel ici, c'est notre quiz de départ, hein, qui vous donne d'abord la parole, cher public. 3 petites questions pour voir où vous en êtes de vos connaissances sur le sujet du soir. En avant, la question 1. Nos décisions se font au niveau de la conscience ou de l'inconscient? On vote à main levée, d'accord? Et puis on voit un peu. Alors, au niveau de la conscience, sommes-nous conscients de toutes nos décisions, de tout ce qui agit nos décisions? J'ai entendu non devant, je vois très peu de doigts levés. Donc l'inconscient, j'imagine. Très bien. Question 2. Le neuromarketing désigne le concept. Premièrement, est-ce l'étude du fonctionnement du cerveau humain lorsqu'il est soumis à des stimuli, marques, produits, odeurs, publicité? Ou est-ce que plutôt il désigne cette étude du marché lorsqu'il est face à un nouveau type de clientèle, plus âgée, culture différente, etc. Pour la réponse 1, je pense qu'on va passer tout de suite à la question 3. La couleur assimilée par notre cerveau à la confiance. Y a-t-il une couleur de la confiance? Est-ce le bleu ou est-ce le vert? Qui dit le bleu? C'est beaucoup plus tranché. Et le vert? Pour moi, c'était la couleur de la jalousie. Mais... Et a priori, la jalousie et la confiance, il me semble qu'ils ne sont pas très amis, mais nous y reviendrons. Bonsoir Hervé Schneves. Vous êtes donc président du comité d'éthique de l'INSERM à Paris. J'ai fait une présentation très brève pour vous laisser la compléter en détail. Qu'est-ce qu'on appelle le neuromarketing? Alors, vous avez dit que j'étais président du comité d'éthique de l'INSERM, ce qui est vrai, mais je dirige aussi un centre de recherche en neurosciences à Sorbonne Université. Donc, je vais vous donner en tout cas ma définition des choses, et puis ma collègue à Nice complétera ou corrigera. Je ne suis pas un spécialiste ni de la neuroéconomie ni du neuromarketing. Donc je dirais que pour nous ce soir et pour simplifier, la neuroéconomie, c'est comment les individus font un choix. Et je vais revenir sur les éléments du choix, parce que comprendre comment on fait un choix, c'est aussi comprendre comment on va essayer de nous influencer dans ce choix. Et le neuromarketing, c'est justement une science de l'influence sur le choix. Comment on va modifier les conditions d'attention, les conditions de mémoire, les conditions de récompense. Parce que ce qu'on connaît peut-être le moins mal aujourd'hui dans notre cerveau, c'est ces circuits qui, à la fois, nous permettent la récompense ou qui vont nous permettre l'aversion. Alors, pour situer un peu les choses, je dirais que le processus de choix, il se fait en 4 étapes. C'est important parce que, au fond, le neuromarketing va chercher à influencer chacune de ces 4 étapes et les questions éthiques qui sont associées à ce neuromarketing vont en découler. La première étape, c'est quels sont les éléments du choix. En langage un peu scientifique, on parle de désambiguation. Au fond, vous voulez savoir si vous voulez acheter une orange ou une pomme. Il faut savoir dans quel contexte. Il faut savoir quelles sont vos options possibles. Vous pouvez les acheter à l'unité ou vous pouvez les acheter en paquet dans un magasin ou dans un marché ou dans un supermarché. La deuxième étape, qui est probablement la plus importante pour l'influence, c'est la détermination de la valeur des choix. Nous accordons à chacun
des objets qui sont autour de nous, ou à chaque acte d'achat, une certaine valeur. Alors il y a différentes théories, elles ne sont pas toutes d'accord. Les plus anciennes, c'est ce qu'on appelle la théorie du matching, c'est-à-dire nous achetons ce que nous avons besoin. Au fond, nous sommes rationnels, nous savons quels sont nos besoins et nous achetons ce dont nous avons besoin. Il y a des théories anciennes aussi, ou plus récentes, qui s'appellent l'allisthésie. Nous avons des produits que nous n'aimons pas parce qu'ils ne nous apportent pas de plaisir. C'est une théorie du déficit d'hédonisme par rapport aux actes qui nous conduisent. Et puis, les théories les plus récentes, c'est ce qu'on appelle la théorie de la préférence relative. Ça établit en fait des gradients dans tout ce qu'on fait. Et dans tous nos choix, il y a ce que nous désirons et ce pourquoi nous avons du dégoût et de l'aversion. Et il y a toujours une balance entre un gradient qui nous pousse à la préférence, qui nous amène à des motivations. Et ces motivations, elles peuvent être internes. J'ai très faim, je veux manger quelque chose tout de suite. Ou elles peuvent être externes. Et ça va être tout particulièrement la publicité dans ce qui nous intéresse ce soir. Troisième étape du choix, la sélection. Vous choisissez finalement si vous achetez une pomme ou une orange. Et quatrièmement, très important, par rapport au comportement en vie réelle, l'évaluation du résultat. Est-ce que vous êtes satisfait du choix que vous avez fait ou est-ce que vous n'êtes pas satisfait? Ça va établir une certaine mémoire. Alors à partir de là, ces différents choix qu'on peut faire, aujourd'hui on va beaucoup parler, je pense, de commercial, mais il n'y a pas que le commercial. En matière de gouvernance publique, en matière de santé publique, il peut être très important de comprendre qu'est-ce qui nous conduit à faire un choix ou quels pourraient être les mécanismes d'aversion. Je vous rappelle simplement que chaque année en France, le tabac fait 73 000 morts. 73 000. Et nous n'arrivons pas, même en écrivant sur les paquets de cigarettes que le fumer tue, même en faisant des campagnes de publicité, nous n'arrivons pas à influencer les personnes pour qu'ils arrêtent de fumer et que cette hécatombe de 73 000 morts cesse. Donc si on était capable de mieux comprendre la théorie des préférences relatives concernant le tabac, peut-être est-ce qu'on serait capable aussi, en dehors des questions de marché, de faire des progrès pour permettre aux gens de vivre ou de vivre en meilleure santé. Alors à partir de là, il y a des éléments qui vont pouvoir être influencés. On a besoin d'une perception, il faut voir les choses, alors on va pouvoir jouer sur la couleur, sur la lumière. Il y a l'attention, vous allez avoir une attention qui doit se focaliser sur l'objet sur lequel vous allez faire un choix. Et cette attention, elle peut être modifiée aussi. C'est les expériences de psychologie cognitive classique des années 60 qui, déterminant que notre attention commence par une exploration, une focalisation sur notre champ visuel en haut à droite ou en haut à gauche, mais plus en haut à droite, à la hauteur de nos yeux, à la portée de nos mains, qui a donné l'organisation des têtes de gondole dans un supermarché. Ce qu'on veut vous faire acheter, on le met à hauteur d'yeux et à portée de main droite. Et puis la mémoire, c'est ce qui va établir un certain nombre de préférences, car nous ne sommes pas des individus rationnels. Il y a un fameux paradoxe qu'on appelle le paradoxe du Pepsi. Quand on fait goûter à des gens à l'aveugle du soda, entre Coca et Pepsi, en majorité, les gens préfèrent du Pepsi. Mais si on le fait en open label, c'est-à-dire si les gens voient ce qu'ils sont en train de consommer, en majorité, ils préfèrent le Coca. Quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, on voit que dans le premier cas, ce sont les circuits qu'on appelle de la récompense, les circuits dopaminergiques des noyaux gris profonds qui s'activent en fonction du goût. On voit que dans le deuxième cas, on a aussi le cortex préfrontal qui s'active et qui influence les noyaux gris centraux, et il y a 5 fois plus de dopamine qui est libérée. Donc, la valeur qu'on attribue aux choses, la préférence qu'on a, la mémoire qu'on a des choses, va influencer nos paramètres, va influer sur nos paramètres de choix et sur la valeur qu'on donne aux choses. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait croire qu'on connaît quelque chose.
Mais ça, c'est juste les briques élémentaires. Et c'est là où c'est important de faire la part des choses et d'introduire l'éthique. La première raison, c'est que les études dont nous disposons sont faites sur des individus dans des conditions de laboratoire. Comment est-ce que les choses se passent en vie réelle, à une échelle bien plus grande que celle de l'individu? Le deuxième élément, c'est que là, je vous ai présenté les choses comme si tous les paramètres étaient déterminés et étaient connus. Or, vous le savez bien, dans la vraie vie, tout est incertitude dans nos choix, et tout particulièrement l'incertitude que nous avons sur la satisfaction que peuvent nous donner ces choix. Donc, à partir de là, cette science de l'influence que va chercher à être le neuromarketing, en utilisant des outils qui ont été mis en place par les neurosciences, eh bien, elle va, d'un côté, on va laisser de côté tout ce qui est mythe, les images subliminales, tout ça. Ça existe, les images subliminales. Ça peut influencer à notre insu un choix, mais les images subliminales, leur effet dure 500 millisecondes. Donc vous imaginez bien qu'une publicité qui utiliserait des images subliminales, dès que le lendemain vous allez au supermarché acheter quelque chose, ça s'est effacé depuis 24 heures. Donc laissons de côté les mythes, mais parlons des choses plus sérieuses sur les tentatives d'influence de nos choix via la mise en place d'un rayon. Est-ce qu'on met plus en avant un objet? Est-ce qu'on joue sur la couleur? Est-ce qu'on joue sur la lumière? Est-ce qu'on joue sur les odeurs, qui parfois peuvent être des vraies ou des fausses odeurs, celles qu'on pense que les personnes attendent devant le rayon auquel ils viennent acheter quelque chose? Tout ce qui va remettre en cause l'autonomie de la personne, si on essaye d'agir sur son comportement à son insu, tout ce qui va remettre en cause la balance bénéfice et déficit. Est-ce qu'on vous fait acheter quelque chose beaucoup plus cher que vous ne seriez prêt à acheter ou hors des moyens que vous êtes prêt à mettre? Et enfin, des questions de justice. Est-ce que vous avez accès aux objets qu'on vous donne à saliver, ou est-ce que la société a les moyens de vous donner accès à l'ensemble des produits qu'on cherche à vous faire acheter? Voilà les questions ou les premières questions éthiques que vont soulever ces neurosciences de l'influence sur nos décisions en matière de choix et d'achat. Voici une très belle entrée en matière. J'ai une question à vous poser toutefois. Vous avez parlé du paradoxe du Pepsi. Moi, j'aimerais qu'on revienne une seconde sur le paradoxe du fumet-tu. Comment est-ce que les neurosciences expliquent qu'une phrase aussi définitive, catégorique, effrayante, ne dissuade pourtant pas de la consommation de la cigarette? Alors, si j'avais la solution, ou si les personnes en charge de la santé publique avaient la solution, on l'appliquerait et on économiserait 73 000 morts par an en France. Malheureusement, on ne l'a pas. Alors, on a des éléments de réponse. Le premier, c'est l'accoutumance, le fait que dès qu'un stimulus se répète, eh bien, notre cerveau se désensibilise. L'autre élément, c'est des éléments de compensation. On a un cerveau qui est particulièrement rebelle. On peut faire des tests, par exemple, vous faites passer à nos amis, au lieu du petit questionnaire, vous leur faites passer un test de QI. Et puis vous biaisez le test de QI, c'est-à-dire vous leur donnez comme résultat des résultats moins bons que ce qu'ils ont en réalité. Eh bien, les gens vont se mettre à vouloir dépenser de l'argent ou vouloir jouer beaucoup plus qu'ils ne joueraient dans des conditions où vous leur avez donné les vrais tests. Des phénomènes de compensation, de rectification de l'estime de soi. Et on peut penser que s'il y a un message de santé publique, fumer tue, quand on est un rebelle, surtout à l'adolescence, ou quand on est dans une forme d'affirmation de soi contre des messages de santé publique, eh bien, on rectifie une certaine image de soi à travers la contestation ou le côté rebelle de l'attitude. Donc, c'est des phénomènes complexes qui montrent à quel point notre cerveau, ce n'est pas une démarche linéaire, ce n'est pas une réaction, c'est un ensemble d'intégration et que sur un exemple comme par exemple la lutte anti-tabac, eh bien, on est tellement loin de comprendre qu'on échoue systématiquement
Seul petit progrès, c'est d'augmenter les prix et de réduire un peu de consommation par cet effet prix. Peut-être un autre progrès, c'est la cigarette électronique, une alternative au choix. On revient à mon substitue à notre passion, en fait. Voilà. Mais on est bien loin de comprendre. Merci, nous reviendrons vous voir tout à l'heure. Rebonsoir Nice. Est-ce que vous nous entendez toujours? Bonsoir. Antoine de Zouart, bonsoir, bonsoir. Vous êtes expert indépendant en sciences cognitives appliquées pour les entreprises. Vous avez fondé le cabinet qui s'appelle Ocytocine Dealer. Vous le savez, puisqu'on a conversé ensemble au téléphone, vous savez que je vais bien sûr tout de suite vous interroger sur ce très joli nom que vous avez donné à votre cabinet. Vous allez nous dire en quoi ça consiste, quelles sont vos missions et quelle est cette passion qui vous anime autour des questions de neurosciences cognitives. Alors, Ocytocine Dealer. Ocytocine déjà, et Dealer. C'est un titre de polar pratiquement. Ah oui, bonne idée. Bonne idée. Ben, en fait, c'est le voilà. Ben, donc moi, je viens du marketing. Je suis entrepreneur. Donc, je ne suis pas un scientifique. Je suis un curieux. Donc, un peu d'histoire quand même. J'ai découvert les neurosciences récemment, en 2013, parce que j'ai monté une start-up qui s'appelait Earth Never Lies. Et on mesurait, et ça mesure toujours, l'intensité émotionnelle à partir de la variabilité cardiaque. Et les neurosciences m'ont passionné, et je me suis dit, c'est quand même étonnant que, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses sur le fonctionnement du cerveau, qui étaient peu connues, donc bien connues des chercheurs, bien connues des scientifiques, mais peu connues, des chefs d'entreprise et même des collaborateurs. Donc, Ocytocine Dealer, c'est un clin d'œil. Comme c'est une marque, son objectif, c'est de séduire et de sortir du lot. Donc, ocytocine, c'est une hormone. C'est une hormone qui, notamment, qu'on appelle l'hormone de l'attachement. Dealer, en anglais, c'est tout simplement vendeur. Donc, certains auteurs vont comparer les hormones à des substances addictives. Donc voilà, c'est un clin d'œil, ocytocine, l'hormone, et dealer, vendeur en anglais, mais effectivement, vendeur de drogue en français. Voilà pour la marque. En tout cas, je peux vous dire qu'elle fait son travail, c'est-à-dire que quand on cite le nom de cette société, on a toujours un petit sourire en disant « Ah, petit clin d'œil ». On m'a déjà dit « Mais monsieur, vous savez que c'est interdit de vendre de l'ocytocine ». Voilà, c'est vraiment premier degré. Mais voilà, souvent, ça passe pas mal. Bon, il reste à prier qu'un écrivain traîlé, sans cheveux, sans dents, ne se cache pas dans cette salle. Sinon, nous sommes condamnés à lire 400 pages horribles dans moins de 3 ans. Et qu'on dira en plus prémonitoire, alors en fait, qui nous a copié. C'est pas bien. Revenons plus sérieusement à l'idée qui vous anime, s'il vous plaît. C'est très important et quelque chose auquel vous croyez beaucoup, c'est le lien qu'on peut établir entre les émotions et puis le fonctionnement de notre cerveau et nos décisions. Alors, effectivement, l'objectif de cette structure, donc j'avais précédemment travaillé dans ce domaine et on était sur un marché où qu'on appelle avec une asymétrie d'information, c'est-à-dire que des sociétés sont en train de vendre des solutions de neuromarketing. Et peut-être vous étonnez, mais il y a peu d'annonceurs qui les utilisent, ces solutions, parce que elles sont encore difficilement compréhensibles. Je pense que c'est aussi un biais cognitif. Quand on ne comprend pas quelque chose, on a du mal à y adhérer. Et donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de me mettre du côté des entreprises, des cabinets d'études, pour leur expliquer ce que le neuromarketing peut faire et surtout ce qu'il ne fait pas. Donc voilà l'objectif de cette structure. Donc je travaille avec des chercheurs. Je suis très proche du laboratoire Scalab à Lille, qui valide nos contenus. On fait aussi des conférences sur le sujet. Donc l'idée, c'est vraiment d'être un lien entre les chercheurs et les entreprises pour expliquer ce qu'on peut faire ou non avec le neuromarketing. Alors justement, qu'est-ce que le neuromarketing peut faire et de quoi est-il incapable ? Alors, en fait, parlons déjà du marketing. Parce que, effectivement, on a parlé d'influence. Moi, je parlerai plutôt de séduction. On sait très bien que l'être humain a deux instincts primaires qui sont
la préservation de sa propre personne et la préservation de l'espèce, donc la reproduction. Et donc, nous naissons séducteurs. Et donc, le marketing, pour moi, c'est permettre à une entreprise de faire la différence par rapport à une autre entreprise. Donc, la séduction, on l'a chevillée au corps, et une entreprise doit séduire pour permettre de gagner des parts de marché par rapport à d'autres concurrents. Donc, voilà ma définition du marketing. Et on fait du marketing depuis toujours, et même du neuromarketing. Par exemple, il y a des études qui montrent que quand un homme regarde le visage d'une femme, il regarde d'abord les yeux et la bouche. Et c'est étonnant, les femmes, depuis de nombreuses années, se maquillent la bouche et les yeux. Donc c'est en quelque sorte de la séduction. C'est-à-dire que lorsqu'on est maquillé, on n'a pas son visage naturel, on est maquillé pour séduire, et c'est fait de façon très précise. Donc le neuromarketing, on va venir utiliser des techniques de mesure physiologique. Donc je vous ai parlé de la variabilité cardiaque, on va aussi utiliser l'électrodermie, on va utiliser l'électroencéphalogramme pour amener dans l'étude marketing déjà existante des données supplémentaires. Donc on va venir enrichir avec ces données physiologiques les études marketing qui sont faites au départ avec des questionnaires où on a des réactions comportementales. Je vous rassure tout de suite, quand on fait une étude marketing, c'est pour se rassurer. C'est pour éviter qu'il y ait un déficit commercial, c'est-à-dire qu'un produit sur lequel une entreprise aura beaucoup investi, si elle fait des études, c'est pour se rassurer, mais ça ne le garantit absolument pas la réussite. Et le neuromarketing, c'est pareil, ça amène des données supplémentaires, mais ça ne garantit en rien que le produit va fonctionner. Donc ça, c'est important de le dire, parce qu'effectivement, quand on fait des études marketing, souvent, c'est dans des conditions écologiques qui ne sont pas justement proches de la réalité, et ça vient juste rassurer, mais ça ne donne jamais les recettes miracles. Vous m'avez parlé l'autre jour de ce livre, de cet essai que vous jugez fondamental et très novateur. Vous dites même qu'il y a un avant et un après. C'est l'essai d'Antonio Damasio, qui s'appelle L'erreur de Descartes en 1995, paru en 1995. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous le pensez à ce point-là fondamental ? En fait, alors encore une fois, étant non-chercheur, on m'a toujours appris les préceptes de René Descartes, donc je pense, donc je suis, que la volonté pilotait nos comportements. Et puis, donc j'ai découvert justement avec ces neurosciences, avec ce livre de Damasio, L'erreur de Descartes, qu'en fait, nos comportements étaient pilotés par nos émotions. Et ça, c'est aussi assez nouveau dans le marketing. Alors, du coup, les entreprises souhaitent mesurer les émotions, mais parce qu'elles comprennent bien que ce sont les émotions qui vont piloter les décisions. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Effectivement, nous, on parle d'une vente, c'est bénéfice moins sacrifice. Donc, on est sur les mêmes sujets. Et bien, ces entreprises ont envie de connaître les émotions des consommateurs parce qu'elles savent que ce sont les émotions qui pilotent. Mais elles y vont par petits pas, par tout petits pas. Ce sont encore les études quantitatives. On a plus de résultats en fait avec des études quantitatives de comportement de navigation sur Internet qu'avec des questions de neurosciences où il n'y a que le face coding, donc la mesure des muscles de la face, qui permet de faire des études sur un grand nombre de personnes. Tous les autres systèmes ne peuvent faire que des études qu'on appelle qualitatives, c'est-à-dire sur des petits échantillons et ne permet pas forcément d'aller tirer des grandes conclusions. Très bien, merci. Nous reviendrons tout à l'heure vous voir. Rebonsoir, Brigitte Chamac. Alors dites-moi, neuromarketing, ce préfixe a été très prolifique, très fécond, ce préfixe de neuro, un peu comme en 1960, dans les années 1960, avec le préfixe bio, tout était bio. Il y avait d'ailleurs un biomarketing déjà à l'époque. Est-ce qu'on est rentré dans une ère du tout neuronal ? On parle d'un tournant neuro,
puisque de nombreuses disciplines se sont créées, aussi bien neuroéconomie, neuromarketing, neuroéducation, on en découvre tous les jours. Et aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous parler de l'historique du neuromarketing. Ah oui, alors il faut que je... Voilà. Comment il est né et où? Alors, en fait, le neuromarketing, c'est un domaine qui est très récent. Il date des années 2000, du début des années 2000. Il a été créé aux États-Unis, pas de surprise. Et c'est deux chercheurs, un chercheur en marketing qui s'appelle Gerald Zaltman et un autre chercheur psychologue, chercheur en sciences cognitives, Stephen Koslin, qui ont déposé un brevet en 1998 intitulé « La neuroimagerie comme outil du marketing ». Ils ont obtenu ce brevet en 2000 et en 2001, une entreprise d'Atlanta qui s'appelle Bright House a créé le premier département de neuromarketing dirigé par un spécialiste des addictions. Donc, comment ils ont défini le neuromarketing? Donc, à l'époque, les objectifs, c'était de répondre aux questions du marketing, des questions qui ont trait à la confiance, au choix, à la prise de décision et comment les influencer. Et puis, la première étude qui a vraiment fait parler d'elle, donc c'est ce dont parlait Hervé Schneeweiss, c'était l'étude dirigée par Reid Montaigu sur la préférence Pepsi-Cola. L'étude avait été réalisée, publiée en 2004, et en fait, on mettait en évidence deux systèmes séparés impliqués dans le processus de préférence. Réponse au goût, réponse à la marque. Donc l'étude indiquait que quand les jugements étaient basés uniquement sur la perception sensorielle, c'est-à-dire sur le goût, l'activité dans le cortex préfrontal médian permettait d'anticiper les préférences des individus. Par contre, la connaissance de la marque faisait biaiser la préférence et impliquait deux autres régions, l'hippocampe et le cortex préfrontal dorsolatéral. Donc en fait, ce que montrait cette étude qu'on connaissait déjà, c'est l'impact de la marque et de la publicité. Alors bien sûr, on ne savait pas quelle région était activée, mais c'est là qu'il faut parler des limites méthodologiques de l'imagerie cérébrale. En effet, avec l'imagerie cérébrale, on met en évidence une activité cérébrale, mais par le biais de l'augmentation du flux sanguin. Donc c'est une mesure indirecte. Et les images en imagerie ne sont pas, en IRM ne sont pas des photos, mais des reconstructions graphiques de mesures d'un signal. Et il faut signaler de nombreux problèmes d'interprétation, mais aussi de technique. C'est quand même des études difficiles, notamment des faux positifs. Une publication est parue en 2009. Alors, c'était assez étonnant quand même. C'était l'activité d'un saumon mort. En fait, c'est un chercheur qui voulait calibrer son appareil et il a utilisé un saumon mort. On pensait qu'il n'y aurait pas d'activité. Et puis, curieusement, il y avait de l'activité. Et alors, il a publié cette étude pour conseiller à ses confrères de vraiment faire des corrections et des contrôles, parce que ce n'est pas si évident d'interpréter les images obtenues en imagerie, sans compter que ces images sont obtenues avec les êtres humains dans un IRM, donc immobilité plus bruit. Donc ce sont des conditions quand même assez particulières. Donc de là à généraliser sur le fonctionnement et la pensée de la personne, c'est quand même un petit peu abusé. Vous m'avez même dit l'autre jour, en fait, que ces études, qui étaient pour la plupart très coûteuses, finalement n'apportaient rien de ce que l'on ne savait déjà. Alors ça, c'est ce que disent les spécialistes de marketing. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vous en prie. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais là, je voudrais quand même parler de l'idée que les chercheurs en neuromarketing donnent de l'être humain. Ah oui. Comment fonctionne l'être humain? Donc pour eux, c'est un être qui ne comprend pas ses propres préférences, alors que l'imagerie cérébrale serait à même de révéler les causes cachées des comportements d'achat. Alors bien sûr que l'imagerie ne met pas en évidence les causes cachées. Ce ne sont pas des causes qu'on met en évidence. On peut mettre à la limite en évidence des corrélations, mais pas des causes. Donc on voit que les consommateurs sont décrits quand même comme des entités avec un accès limité à leur inconscient
et avec une image assez dévalorisante. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça en rapport avec cette obsession du développement personnel? Non. Je mettrais ça plutôt en corrélation avec la théorie des acteurs rationnels. Parce que là, c'est une volonté de détruire cette théorie. Alors, on est passé d'un extrême à l'autre. Avant, on disait, voilà, les êtres humains sont des êtres rationnels. Et maintenant, non, c'est plus du tout des êtres rationnels, ce sont des êtres guidés par leurs émotions. On passe d'un extrême à l'autre. Or, nous sommes complexes et nous pouvons être à la fois rationnels et aussi guidés par nos émotions en fonction des circonstances, en fonction de ce qui se passe autour de nous. Voilà. Alors, oui, je voulais continuer sur le discours des chercheurs en neuromarketing qui prétendent ouvrir la boîte noire du comportement des consommateurs. Donc vous voyez, il y a toute une rhétorique de la promesse où on dit que voilà, grâce aux nouvelles technologies utilisées en neurosciences, on va pouvoir accéder à de nouvelles connaissances sur les processus inconscients et automatiques qui influencent le comportement humain. Alors, vous voyez, c'est vraiment basé sur une rhétorique. C'est assez... une rhétorique, mais pas seulement. Parce qu'on utilise des outils utilisés par des scientifiques et ça donne une caution scientifique. Mais ce n'est pas parce que ça donne une caution scientifique que c'est scientifique. Alors, on a parlé tout à l'heure des chercheurs en marketing qui critiquent le neuromarketing. Et effectivement, Didier Courbet et Denis Benoît ont expliqué que le neuromarketing ne fait en fait qu'utiliser les outils, les métaphores et les analogies des neurobiologistes pour traduire ce que les spécialistes du comportement du consommateur connaissent déjà. Et alors, ils décrivent 4 mythes. Les mythes des nouvelles technologies médicales, de la blouse blanche, de l'extraordinaire potentiel du cerveau et de la lecture directe des pensées dans le cerveau. Le neuromarketing a été critiqué comme étant l'application des techniques de la neuroimagerie à la vente des produits. Et des interrogations éthiques ont été formulées concernant l'application de ces techniques dans le but de trouver le bouton d'achat dans le cerveau. Alors bien sûr, on ne va pas trouver un bouton d'achat dans le cerveau, d'autant qu'on est tous différents et que ça serait vraiment assez étonnant. Mais ce qu'on peut se poser comme problème quand même éthique, c'est l'utilisation de ces appareillages lourds et chers, l'imagerie cérébrale, pour faire des recherches dans des objectifs avec pour objectif des objectifs commerciaux. Alors, je vous ai parlé du neuromarketing comme utilisant l'imagerie cérébrale, mais après ça s'est développé et on utilise les autres outils utilisés en neurosciences, notamment le eye tracking, comme Antoine Desouart en a parlé. Voilà, voilà. Donc, mais au départ, c'était vraiment l'imagerie cérébrale utilisée pour le marketing. Donc il y a cette question. Parce que, par exemple, quand vous allez voir un médecin et qui vous prescrit une IRM, vous allez attendre des semaines, voire des mois pour pouvoir avoir cette IRM, alors que quelquefois, ça peut devenir vital. Par contre, on va utiliser des machines pour tester comment vendre au mieux, comment faire plus de publicité. Et, voilà. Alors, donc, il y a plusieurs interrogations qui se posent. Premièrement, les recherches dans ce domaine fournissent-elles de réelles informations ou confirment-elles seulement ce qui est déjà connu en les illustrant par des images? Et dans ce cas, comment expliquer que les investissements financiers importants des grandes compagnies pour faire appel à ces agences de neuromarketing? Autre question, est-ce qu'elles participent à diminuer la sphère privée et à influencer les achats? Alors, cette question est à relativiser par rapport à l'influence d'Internet et des outils informatiques et aussi des algorithmes qui, par le biais des cartes de fidélité, entre autres, vous guident dans les achats. Donc, ces outils informatiques et ces algorithmes, je vous signale la sortie de la traduction du livre de Cathy O'Neill qui s'appelle « Algorithmes, bombe à retardement », qui décrit en détail l'influence de ces algorithmes. Donc, le neuromarketing, ça n'a pas ce pouvoir et cette influence. Mais on peut quand même se poser la question des objectifs
et des conséquences du neuromarketing, notamment dans cette diffusion de la conception d'un être humain guidé uniquement par ses perceptions, par ses émotions, et qui n'en est même pas conscient. Voilà. Une autre vision en fait de l'humain et de notre façon d'appréhender le monde. C'est ça que vous voulez dire. Est-ce qu'il n'y a pas non plus derrière ça, et ce sera ma dernière question, une scission en fait entre deux manières de faire de la recherche en fait? On en a parlé l'autre jour. Est-ce qu'on fait de la recherche, chercher pour confirmer des hypothèses, des choses qu'on sait déjà? Ah oui, alors oui, pour moi c'est vrai qu'il y a la recherche qui est guidés par les hypothèses, et souvent les chercheurs sont tellement guidés par leurs hypothèses qu'ils vont trouver ce qu'ils ont envie de trouver. Mais il y a une autre recherche qui est celle d'être ouvert aux recherches empiriques et à ce qu'on va trouver. Et quand on trouve quelque chose auquel on ne s'attend pas, de mon point de vue, c'est vraiment de la recherche. Et vous auriez l'impression que le neuromarketing, en fait, ne fait que chercher des attestations à ce qu'il sait déjà, en fait, et à ce qu'on sait déjà. Et... Oui, mais surtout donner une caution scientifique aux entreprises en disant, vous voyez, nous avons des méthodes scientifiques pour vendre nos produits. Il y a aussi cette caution scientifique. Alors, je vais quand même juste donner quelques références pour ceux qui voudraient approfondir sur ces questions, notamment le livre de Denis Forest sur le neuroscepticisme, qui est paru en 2014. Il y a aussi les cahiers de l'espace éthique de septembre 2018 sur les limites méthodologiques de l'IRM. Et puis, donc, un article que j'avais écrit sur le neuromarketing, une fusion suspecte. Et vous avez la référence là des chercheurs en marketing qui critiquent le neuromarketing. Voilà. Merci Brigitte Chamac, nous allons revenir tout à l'heure vous voir. Nice. Rebonsoir Nathalie. Vous êtes directrice de recherche chez NRS au GODEC, Association Antipolis à Valbonne. Une question tout de suite pour vous. Vous travaillez sur nos habitudes d'achat, nos comportements habituels, et vous savez beaucoup de choses au sujet justement de ce qui se passe dans notre cerveau et comment on peut arriver à lui manipuler dans un sens critique, et comment en même temps, sachant certaines choses sur son fonctionnement, on peut prévenir justement les manipulations. Oui, alors le cadre un petit peu de départ pour regarder les habitudes, c'est de dire, bon, il n'y a pas une rationalité, il n'y a pas une émotivité à 100%, il y a une rationalité que Herbert Simon appelle limitée. Donc ça, c'est un peu le point de départ pour regarder comment se construire les habitudes et comment les changer, les modifier. Alors, quand on regarde un petit peu la construction des habitudes dans le temps, pour regarder aussi, pour mieux comprendre les habitudes de consommation, on s'aperçoit de la chose suivante, c'est que les habitudes sont nécessaires, je dirais, pour tout être humain, et elles se construisent dans le temps, de la période de l'enfance à l'adolescence jusqu'à la période adulte. Avec une période très critique, la période de l'enfance, là où vont se construire et se stabiliser le cadre cognitif du futur adulte et où on peut agir sur la formation de ses habitudes. Et aussi le cadre critique de l'adolescence, où c'est une période où finalement les adultes en devenir sont très influençables et très influencés. Alors quand on regarde cette formation des habitudes, on s'aperçoit qu'elles vont aboutir à ce qu'on appelle des verrous possibles cognitifs, c'est-à-dire que plus on les met en œuvre, plus elles seront robustes, efficaces, et plus il sera difficile de les changer. Et c'est cet apprentissage ce conditionnement possible, c'est un outil très intéressant pour ceux qui veulent interagir, pour comprendre les sources de ce conditionnement et pour comprendre comment changer cette forme de conditionnement. Alors, sachant que les habitudes sont assez difficiles à changer, par exemple, regardons nos habitudes de mobilité, de transport, c'est très très difficile.
Surtout qu'elles sont pas simplement au niveau cognitif, mais aussi elles sont au niveau social. Et une habitude peut être reliée à une autre. L'habitude, par exemple, de mobilité va être liée à l'habitude de consommation, de transport et autres. Donc du coup, il y a tout un enchevêtrement d'habitudes qui n'est pas simplement lié au niveau individuel, mais qui est aussi relié au niveau social. Ça amène la réflexion suivante, c'est tout d'abord, ces habitudes ont quelque chose de très robuste et elles permettent aussi finalement de construire l'individu et de le stabiliser. On a besoin de ces habitudes pour être efficace, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un minimum d'automatisme cognitif pour quand on prend, par exemple, on prend sa voiture, on ne va pas redélibérer à chaque fois qu'on prend sa voiture, il faut un minimum d'ancrage cognitif et d'automatisme cognitif pour penser autre chose et pour réfléchir sur le long terme. Néanmoins, quand on comprend un petit peu cette période de construction des habitudes, on s'aperçoit qu'il y a des fenêtres d'opportunité, des moments où on peut remettre en cause ses habitudes. Ces moments sont les suivants. Par exemple, dans la vie d'adulte, on déménage. On a une période, je dirais, par exemple, on a l'arrivée d'un enfant. Donc, il y a des moments propices. Et autre moment propice pour revoir ses habitudes, c'est les périodes de l'enfance où ses habitudes ne sont pas du tout stabilisées et où, finalement, être influencé va être beaucoup plus facile puisque les cadres cognitifs ne sont pas encore fixés. Et donc là, ça pose un problème aussi éthique, c'est que le neuromarketing va notamment influencer aussi sur des périodes critiques, par exemple, pour les achats des enfants et des adolescents. Donc ça pose une question éthique puisque je dirais les cadres cognitifs sont en devenir. Alors on pourrait dire, bon, c'est le rôle des parents, je dirais, d'interférer sur ces influences possibles, mais jusqu'à quel point ils peuvent le faire et ils sont bien armés pour le faire. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est je dirais, qu'est-ce que les neurosciences vont nous apporter comme outils bénéfiques et non bénéfiques sur ces habitudes de consommation et sur le comportement. Alors, la première chose, c'est le problème éthique qui va se poser, c'est lorsqu'on interfère sur l'architecture des choix individuels, et surtout lorsque l'on interfère sur des choix des enfants, ça pose un problème éthique. Le problème éthique, c'est c'est la manipulation possible, puisqu'il va y avoir une interférence sur un cadre cognitif qui n'est pas bien stabilisé. Donc ça, c'est le premier problème qui va se poser. Le second problème, c'est on va interférer, pourquoi faire ? Alors, le neuromarketing, ça va être simplement pour vendre, finalement, agir sur l'émotion, donner une image positive à une marque. Et donc là, c'est pour simplement, la finalité, ça va être simplement l'augmentation des ventes et interférer sur l'image de marque d'un produit. Donc là, on est dans le cadre de la manipulation et du marketing simple. Alors ça, c'est le premier point. Le second point, c'est est-ce qu'il peut y avoir un cas de figure où finalement les neurosciences pourraient être positives et pourraient influencer positivement les comportements des individus. Alors là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que l'on veut faire avec ces neurosciences et pourquoi faire ? Et ça, c'est important de se poser cette question parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, en économie comportementale, on a beaucoup utilisé les travaux des neurosciences pour faire ce que l'on appelle un coup de pouce. Donc, c'est des pratiques de nudge, donner une information sur, un comportement qu'on va juger environnemental, pro-environnemental, un but à atteindre dans des visées soi-disant de biens publics pro-environnemental. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces pratiques de neurosciences, elles ont énormément été utilisées
par les dirigeants, notamment Obama, Cameron, avaient leur nudge unit, c'est-à-dire leur département de neuroéconomie pour influencer les décisions et pour influencer finalement, pour donner des conseils sur comment interférer sur des mesures, alors qui pouvaient être tout à fait intéressantes, des mesures de santé publique, obésité, environnementale, politique publique et énergétique. Et là, on est, je dirais, dans la vision un petit peu paternaliste, paternalisme libéral, c'est-à-dire pas de coercition, mais on va donner un petit coup de pouce pour dire, bon ben voilà, les pratiques de tri en matière environnementale, il faut agir sur telle et telle variable. Mais néanmoins, une question qui est quand même de fond, c'est pourquoi agit-on ? Quels sont, je dirais, peut-on interférer sur l'architecture des choix des individus ? Et quels seraient les objectifs et les finalités sur cette intervention des choix ? Alors, dans le cas du neuromarketing, on dira c'est de la manipulation, donc ce sera une connotation négative. Dans le cas du nudge et du coup de pouce, on pourrait dire oui, mais c'est du paternalisme libéral et c'est plutôt positif. Mais néanmoins, la question éthique et de libre arbitre se pose du consommateur et du citoyen, c'est-à-dire pourquoi veut-on interférer sur les choix individuels, pourquoi faire et a-t-on le droit de le faire ? Et donc ça, c'est une question quand même de fond qu'il faut poser dans la mesure où c'est, je dirais, le problème de l'application des neurosciences dans la vie quotidienne, et le neuromarketing est une application de ces neurosciences dans la vie quotidienne avec des objectifs de finalité commerciale. Alors, pour revenir juste sur le neuromarketing et ses finalités commerciales, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que y a un cadre réglementaire. Il y a un cadre réglementaire qui est quand même la loi de bioéthique de 2011, qui interdit normalement aux sociétés l'application, l'utilisation des IRM pour des finalités commerciales. Ces images peuvent être utilisées que dans des pratiques scientifiques et non finalité commerciale. Donc en France, les grandes marques ou les sociétés privées n'auraient pas le droit d'utiliser l'IRM pour interférer et mieux comprendre nos émotions et pour vendre des produits. Par contre, le problème, c'est que donc les firmes privées vont avoir recours vont contourner la loi et avoir recours à des sociétés qui sont basées en Belgique ou en Angleterre si elles veulent utiliser par exemple l'IRM dans des opérations de neuromarketing. Donc, en fin de compte, là, il y a quand même, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a un cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire existe, mais il n'est pas uniforme en Europe. Et il faudrait l'appliquer pour pallier à certaines dérives de l'utilisation des neurosciences dans le cadre notamment du marketing. Et on est loin de ça, c'est-à-dire que la loi existe, mais elle est peu applicable parce que c'est difficile de montrer, d'avoir la preuve par A plus B de ces expériences et notamment donc les compagnies le cachent. Et donc là il y a un problème de transparence et d'interférence sur l'architecture des choix qui doivent être posés d'utilisation des neurosciences en tant que telles. Merci Nathalie Lazaric. Nous reviendrons vous voir à l'instant, peut-être avec une question à Paris, dans le public. Ici. Justement, par rapport à tout ça, moi, je travaille à la base dans l'artistique et aujourd'hui, je donne énormément de formations sur tout ce qui est ingénierie sociale et réflexion éthique, notamment chez les ingénieurs. Et je suis entrepreneur dans ce travail-là. Et de plus en plus, quand j'ai commencé à vouloir développer mon activité, on m'a dit, mais va voir le neuromarketing, il faut absolument que tu en passes par là. De toute façon, aujourd'hui, tu n'as pas le choix, tout le monde y passe.
Et si tu ne fais pas ça, ben en fait, tu n'arriveras jamais à sortir du lot, à machin. Et moi, ça me pose une vraie question aujourd'hui. Est-ce que je peux donner des cours et des bases de réflexion sur l'éthique et sur l'ingénierie sociale, donc tout ce qui touche à la manipulation dans des buts d'espionnage, mais au sens très très large, et en même temps me dire bah ouais mais bon si je veux développer mon activité bah j'ai pas le choix, faut que je passe par toutes les techniques d'influence et d'hypnose que moi je trouve particulièrement crades. Et je suis même tombée chez des entrepreneurs qui se disent mais nous sommes des entrepreneurs éthiques parce que nous utilisons toutes ces méthodes et nous savons que nous manipulons, mais comme nous le faisons pour le bien de nos clients, que nous allons vraiment aider pour de vrai, parce qu'on veut vraiment les aider, et je suis convaincue de cette vraie volonté d'aider, tout d'un coup, même si on utilise des méthodes sales, on devient un entrepreneur éthique. Au sujet de la promotion neuromarketing, est-ce qu'à Paris, vous avez des réponses à apporter et des éclairages? Les choses sont relativement claires. En plus des contextes légaux, donc on va avoir la discussion sur la révision des lois de bioéthique. Et pour aller dans le sens de ce qui était dit, on va très certainement dans les futures rédactions de la loi non plus se limiter à l'IRM, mais élargir à toutes les techniques qui permettent de mesurer l'activité cérébrale de telle façon à réserver au champ de la médecine, de la science ou dans certaines applications juridiques les méthodes de détection de l'activité cérébrale en général. Après, la question éthique fondamentale, c'est que vous mettez en discussion, c'est la dignité de la personne. La dignité de la personne, ça commence par le respect de son autonomie et agir à l'insu de la personne, quelle qu'en soit la motivation. En tant que médecin, je pourrais dire que très longtemps, on a agi dans le bien des patients, qu'ils soient d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord sur la notion de bien que nous avions. Depuis le tournant des années 2000, le respect de la décision du patient, l'aspect participatif, l'implication, l'empowerment en anglais des patients est considéré comme l'alpha et l'oméga de toute pratique médicale. C'est exactement la même chose dans toute autre pratique. Si vous niez l'autonomie de la personne, si vous niez sa capacité à être un sujet qui est capable de prendre les décisions via ce qui est peut-être une fiction sociale, mais qui est la règle de nos sociétés de droit, de prendre sa décision en autonomie, vous lui niez toute dignité, et à partir de là, vous ne pouvez pas dire que vous avez une démarche éthique. Donc, au contraire, ce qu'on fait ce soir, c'est d'expliciter dans ce qu'on en sait. On a dit déjà à plusieurs reprises à quel point nous étions ignorants. Dans ce qu'on en sait, les différents éléments qui contribuent à nos choix ou qui peuvent nous influencer, qui sont de multiples aspects de nos mémoires et de notre cognition, qui sont de multiples aspects de nos émotions. Il est clair que ce qui nous fait agir le plus rapidement, ce sont nos émotions. Mais quand je dis nos émotions, il ne faut jamais oublier que nous n'agissons jamais seuls, même si nous croyons le faire. Nous agissons toujours dans un contexte social, un contexte que nous avons dans notre tête, ou un contexte des gens qui nous environnent. Et on voit que l'achat, par exemple, est très influencé selon qu'on est seul ou selon qu'on est au milieu d'autres personnes qui veulent acheter la même chose ou qui sont en train de se battre, par exemple, le jour des soldes pour essayer d'avoir tel ou tel objet. Donc, nos comportements sont bien entendu influencés par des émotions qui sont variées. Le besoin qu'on a des choses, le désir qu'on en a, le désir qu'on a de montrer aux autres, etc. Les aspects de mémoire, les aspects ensuite d'évaluation de la distance qu'on a entre ce qu'on attendait du produit, ce qu'on reçoit du produit. Donc tout ça est extrêmement complexe, mais c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Nous n'en connaissons qu'une petite fraction, nous en découvrons tous les jours grâce à des recherches très sérieuses. Mais si le mot éthique a un sens, il doit commencer par le respect du sujet et donc de l'autonomie du sujet. Donc toute méthode de manipulation est une méthode qui forcément
ne peut pas se dire éthique, même si, comme je le rappelais tout à l'heure dans l'exemple du tabac, ça pourrait être pour le bien des populations. Anis, quelqu'un ou quelqu'une pour rebondir sur cette question? Alors c'est vrai que l'influence sociale, je pense qu'elle est déterminante et elle est vraiment, enfin, je dirais, parfois elle est au-delà, je dirais, des influences purement cognitives des individus. On a fait des travaux là-dessus sur la consommation durable et écologique, et ce qui ressortait, c'est que c'était la variable qui avait le plus de choix, enfin la plus forte dans tous nos tests économétriques, dont je vous passerai les détails. Donc, et ça a vraiment été une grosse surprise, parce qu'on ne pensait pas que c'était à ce point aussi important. C'est-à-dire que le fait d'avoir autour de soi des gens qui, par exemple, ont, j'irais, des comportements écologiques, outrepassait, enfin, j'irais, augmentait la probabilité d'avoir soi-même un choix écologique, et ça outrepassait toutes les autres variables. Et ça nous a amené à une réflexion sur, on pensait, nous, que c'était par exemple les valeurs environnementales que l'on avait propres ou autres déterminants classiques, mais non, c'était ça. Donc là, il y a vraiment une réflexion à faire sur l'influence par les pairs, l'influence, j'irais, par les amis, la famille et les réseaux, et qui est vraiment très 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 importante, et on n'en est qu'au début des recherches à ce niveau, et ça pose la question de par quel biais sont influencées nos valeurs et que faire pour interférer sur ces valeurs. Et donc, par exemple, les politiques dont je vous ai parlé, de nudge, de coups de pouce qui sont utilisés en neuroéconomie, elles essaient de donner une information pour modifier les comportements. Et on s'est aperçu qu'il fallait tout le temps recommencer les expériences, parce qu'à chaque fois que le contexte était différent. Et pourquoi le contexte était différent? Parce que l'environnement social était différent. Et donc à chaque fois, donc ces politiques de coups de pouce, elles donnaient une information sur elles essayaient d'interférer sur l'architecture des choix. Elles fonctionnaient sur un moment donné. Au moment où on recevait l'information, mais elle diminuait avec le temps, elle s'estompait. Mais parce que on voulait interférer sur l'architecture du choix sans changer ses valeurs de manière plus profonde. Et les valeurs, c'est l'autonomie, c'est l'autonomie des individus. Heureusement, elles sont beaucoup plus inertes que les simples, et elles sont beaucoup plus difficiles à changer. Et donc, néanmoins, le réseau social va interférer de manière très très importante, mais jusqu'où peut-il changer les valeurs des individus? Alors c'est pour ça que, par exemple, je dirais, quand on regarde la construction des habitudes, les parents, je dirais, qui interfèrent vont donner des habitudes à leurs enfants, mais vont aussi co-construire avec leurs enfants certaines valeurs. Et c'est important, et ce qui va permettre aussi, les parents vont, dans certains cas de figure, être le garde-fou pour finalement interférer sur les influences sociales et les influences aussi du marketing sur les capacités d'achat des enfants. Une question, Alice. Sur la manipulation, donc moi j'aimerais bien connaître les gens qui disent il faut absolument faire du neuromarketing pour qu'une boîte fonctionne, parce qu'il y en a très très peu, je pense. Parce que comme je vous le dis, c'est un marché qui décolle tout doucement. Il n'y a pas beaucoup de clients, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font du neuromarketing, de clients de neuromarketing. On parle de manipulation. Moi je pense qu'on manipule facilement les gens qui sont ignorants. Moi ce qui m'a étonné, parce que comme je vous le disais, je pensais qu'on ne savait pas grand-chose sur le cerveau. En tant que citoyen, j'ai découvert les neurosciences, j'ai dit mais bon sang, on en sait mais énormément. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour les jeunes, pour les consommateurs, c'est d'avoir le sens critique. Pourquoi on n'apprend pas à l'école les émotions comme on apprend les couleurs? Pourquoi on comprend pas le fonctionnement? On n'apprend pas le fonctionnement du cerveau dans les écoles. On pourrait commencer en primaire, on pourrait commencer au collège.
Moi, je trouve que la psychologie devrait être enseignée très tôt, le fonctionnement du cerveau doit être enseigné très tôt pour qu'on ait l'esprit critique. Donc, c'est une solution, on va dire, inversée par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut interdire le neuromarketing, mais si on explique comment fonctionne le cerveau, ça va permettre aux consommateurs d'être, et ils sont de plus en plus sachants, les consommateurs. Hein. Vous séduisez un consommateur avec de la pub, si le produit ne tient pas ses promesses, c'est la catastrophe. Hein. Donc, je vous dis, moi, je suis toujours sur le principe séduction par rapport à la manipulation. Mais voilà, apprenons les neurosciences à l'école dès le plus jeune âge pour que les êtres humains, les consommateurs, aient l'esprit critique. Pour que justement notre autonomie ne soit pas menacée, que nous retrouvions notre libre arbitre. Une question, Anis ? Bonjour, moi c'est pas vraiment une question, c'est plus, en fait, on parle de manipulation ou de séduction, mais on est tous des manipulateurs, il faut quand même se rendre compte déjà par la fait qu'on éduque nos enfants. Et moi je sais qu'en m'intéressant aux neurosciences, je suis capable de faire passer mon fils de la tristesse à la joie et garder la joie, et pour moi c'est beaucoup plus intéressant quand mon fils est joyeux que quand il est triste. D'accord ? Donc c'est de la manipulation. Mais comme le dit Antoine, moi, je lui apprends quand est-ce qu'il se fait manipuler. Je lui dis, tu vois, là, je t'ai manipulé. J'ai fait en sorte que tu changes d'état par telle et telle action en agissant sur ton cerveau. Et donc, manipulation, si on veut, c'est de la séduction, comme le dit Antoine, mais c'est plus on en saura, plus ce sera diffusé, et moins les gens seront réellement manipulés. Sinon, à quoi servent les recherches ? Vous voyez ce que je veux dire ? Les recherches sont mises là. Si elles ne sont pas utilisées pour être distribuées, qu'est-ce qu'on en fait ? À Paris, s'il vous plaît, une réaction. Oui, il y a plusieurs problèmes. Déjà, la confusion. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme de neuromarketing ? C'est déjà ça. Je vous ai dit que quand ça a été créé, c'était l'utilisation de l'imagerie cérébrale pour des questions de marketing. Aujourd'hui, on utilise ce terme pour n'importe quoi. Et en plus, on lui donne un pouvoir qu'il n'a pas. Je n'ai pas d'exemple montrant que le neuromarketing influence. Je ne sais pas. Ce qui influence, effectivement, c'est la publicité, ce sont les écrans, c'est Internet, ce sont tous ces outils informatiques. Mais cette idée que le neuromarketing influence, si quelqu'un connaît un exemple, donnez-le-moi. Mais surtout, alors il y a un autre problème, c'est l'utilisation de l'imagerie. Alors on a dit tout à l'heure qu'en France, on avait interdit l'utilisation de l'imagerie pour autre chose que pour la santé ou les recherches. Donc en France, effectivement, on fait des recherches en imagerie, en neuroéconomie. Les objectifs sont très proches. Comment se font les choix ? Comment se prend la décision ? Comment les influencer ? Donc, elles se font en France. Mais de toute façon, si elles sont interdites en France, elles sont faites ailleurs. Donc, les recherches, elles sont internationales. Je veux dire, les multinationales, elles peuvent utiliser des agences qui font de l'imagerie n'importe où. Donc, c'est pas en l'interdisant en France qu'on va faire quoi que ce soit. Mais c'est pas en faisant des études en imagerie qu'on influence les personnes. Donc, vous voyez, il y a une confusion à la fois dans le terme de neuromarketing, dans les outils utilisés. C'est pas la même chose d'utiliser l'imagerie ou le eye tracking ou des méthodes psychologiques qui sont utilisées depuis des siècles. Nous sommes influencés tous les jours par la publicité, par Internet, par les marques, par des tas de choses. Le neuromarketing, je ne vois pas en quoi il influence plus. C'est ça, il fait plus peur. On lui donne un pouvoir qu'il n'a pas. C'est ça et c'est justement comme ça qu'il se vend aux entreprises. Et pour ça, je peux poser la question, mais pourquoi des entreprises dépensent tellement d'argent pour ça ? Alors, soit elles sont influencées par tout ce discours en pensant que grâce à l'imagerie, ils vont réussir à manipuler plus qu'ils ne font actuellement, ou alors juste utiliser les outils des neurosciences pour donner une caution scientifique à ce qu'ils font. Il faudrait peut-être aussi réfléchir à ce qui se cache derrière le terme de manipulation. Est-ce pareil de manipuler un enfant pour le faire passer de la tristesse à la joie ? Chez moi, ça s'appelle un gâteau au chocolat. Ou est-ce que c'est la même chose de manipuler un consommateur pour qu'il aille consommer un produit très vendeur mais très nocif pour sa santé ? De la même manière qu'on parle de tout neuronal, peut-on parler de tout manipulation ? Un des problèmes, c'est quand même
l'inégalité des individus face aux arguments de marketing et d'influence sociale. Donc ça, c'est vraiment important et c'est pour ça qu'il faut appliquer le cadre réglementaire et faire très attention aux plus fragiles. Et ça, c'est vraiment une préconisation parce que la loi de bioéthique existe. Les entreprises, je dirais, peuvent détourner la loi, elles peuvent utiliser des cabinets à l'étranger. Donc, il y a vraiment des possibilités multiples de détourner la loi de bioéthique pour des usages et des fins commerciales avec le neuromarketing. Et donc, comment protéger les consommateurs les plus démunis pour que, pour mieux réglementer la consommation, parce que on a parlé là juste des applications possibles, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que de plus en plus, par exemple, certaines banques essaient de comprendre comment mieux influencer, et mieux comprendre les décisions des individus pour augmenter leurs produits de vente des crédits. Donc on met des garde-fous d'un côté et on n'en met pas de l'autre. Donc là, il y a des gros problèmes en termes de réglementation de la consommation et pour préserver les plus démunis et parce que finalement, certains parents peuvent être un garde-fou pour les enfants, mais tous les parents n'ont pas la capacité de donner un bon cadre, de donner des garde-fous à leurs enfants, et parfois ils n'en ont pas eux-mêmes. Donc du coup, il faut penser aux plus fragiles et plus démunis pour renforcer le cadre réglementaire et surtout l'appliquer et continuer à mettre en place aussi des lois protégeant les citoyens, les consommateurs que nous sommes. Une question à Paris. Bonjour. Bonsoir. Du coup, nous, on a une petite question. On aimerait, donc, Brigitte, vous parliez justement d'exemples. Et on aimerait... Et donc, on fait notre mémoire sur le neuromarketing et justement ses côtés éthiques. Et on aimerait justement avoir un exemple concret d'un cas de neuromarketing. Du coup, je m'adresse peut-être plus à Antoine. D'un annonceur qui a démarché une société de neuromarketing et du début de la conception de l'idée, de l'utilisation des outils neuromarketing jusqu'au résultat. Et en fait, on ne trouve pas de cas sur Internet. C'est très difficile, c'est très confidentiel. Et on aimerait savoir si vous avez des exemples de cas. Oui, alors j'ai des exemples. En fait, on n'en trouve pas parce que très très franchement, il y en a très très peu. C'est vrai. Moi, je peux expliquer un cas. C'était au Québec. Donc en fait, le ministère de la Santé a fait tester donc avec ce système de mesure de l'intensité émotionnelle. Donc vous savez qu'il y a eu une libéralisation du cannabis au Québec. Donc c'était au mois de septembre 2018 que ça a été effectif. Et donc, au mois de juin et juillet 2018, en fait, il y a eu une campagne. Alors, c'est un peu bizarre, c'était pas une campagne publicitaire, hein, vous pouvez bien l'imaginer, mais c'était une campagne de sensibilisation à la consommation, on va dire, raisonnable du cannabis. Le principe est de dire que un message publicitaire, le pire qui puisse lui arriver, c'est qu'il génère de l'indifférence. Et donc, le ministère de la Santé voulait savoir, dans les 4 pubs qu'ils avaient prévues, laquelle allait procurer le plus d'émotions, donc pour eux, d'après le cabinet d'études marketing, plus de mémorisation. C'était le but. Et donc, cette campagne a été testée. Il y avait 4 publicités différentes et ils ont pu déterminer laquelle des 4 sur telle ou telle population procurait le plus d'émotions en intensité, donc le plus de mémorisation. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'ont pas jeté les publicités qui avaient le moins d'intensité. Ils ont juste poussé un petit peu plus en termes d'achat d'espace publicitaire, c'est-à-dire qu'ils ont mis un peu plus celles qui fonctionnaient bien et un peu moins, en moins de diffusion, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé moins d'argent avec les publicités qui procuraient moins d'émotions et plus d'argent avec les publicités qui allaient être le plus efficaces. Donc voilà un cas
de A jusqu'à Z. Donc en fait, c'était pas à la conception, ça se fait rarement à la conception, parce que c'est compliqué, on pourrait pas... Enfin, n'imaginez pas que on crée une maquette de film et puis on va aller mesurer une activité cérébrale. Puis on va la transformer, puis on va la refaire. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, bon, j'en profite au passage, j'ai le micro, moi je mettrai pas un centime dans l'IRM. Hein. Ce que pense un poisson mort ou la réaction cérébrale d'un poisson mort, franchement, c'est pas intéressant. Et il y a de moins en moins de boîtes qui vont utiliser l'IRM. Donc voilà, simplement, ça a permis au ministère de la Santé de mieux gérer son budget de diffusion en mettant en avant les publicités qui procuraient le plus d'émotions. Alors pourquoi on mesure l'intensité émotionnelle? Parce qu'en fait, si vous demandez à une personne, en voyant une publicité, si elle l'a trouvée agréable ou désagréable, ce qu'on appelle la balance, on va être capable de l'exprimer sans se tromper. Si vous lui demandez quel type d'émotion elle a ressenti, à l'oral, elle va être capable de l'exprimer. En revanche, si vous lui demandez quelle intensité lui a fait cette publicité, c'est comme quand vous allez chez le médecin, et puis vous dites ah, j'ai un petit peu mal sur le côté, et il vous dit bah, de 0 à 10, vous avez mal combien? Ben, on est plus embêté qu'autre chose. 8, 9, mon 8, c'est pas votre 8, c'est très compliqué. Là, le système permettait d'avoir une idée un peu plus précise sur l'activation du système nerveux autonome à partir de la variabilité cardiaque, donc une intensité d'émotion. Et donc, voilà, du coup, le ministère de la Santé a pu, on va dire, améliorer la bonne utilisation de son budget en achat d'espace avec cette campagne de sensibilisation. Brigitte Chawak. On va essayer d'y voir un peu clair. Les études de neuromarketing qui sont publiées. Donc, on vous a cité l'étude de Montaigu sur le Coca-Pepsi. Donc ça, c'était la première parue en 2004. Après, il y a eu une étude de Daimler-Chrysler avec les voitures et en montrant que les voitures de sport rouges attiraient davantage effectivement que les autres, mais que quand on voyait le prix, le plaisir était très atténué. Il y a eu aussi, bien sûr, les vins, donc les histoires de vins. Il y a eu, mais ça, en fait, on ne met en évidence que ce qu'on connaît déjà. Simplement, la différence, c'est qu'on va voir au niveau du système nerveux central où est-ce que se trouvent les activités. Bon. Mais ça ne permet pas de manipuler qui que ce soit. Après, quand on parle de quelle est l'alternative entre le neuromarketing et le marketing classique? Le marketing classique utilise différents outils, questionnaires, entretiens, sondages, focus group, enquêtes. Avec le neuromarketing, vous utilisez les outils des neurosciences. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez manipuler plus, vous allez manipuler mieux, ça va vous coûter plus cher si vous utilisez l'imagerie, mais ce n'est pas fondamentalement un moyen d'influence. C'est plutôt le moyen de développer toute une rhétorique de la promesse en disant on va réussir à manipuler, on va réussir à pousser le bouton d'achat dans le cerveau, on va réussir à avoir des connaissances du fonctionnement du cerveau qui va permettre de mieux comprendre comment les gens choisissent, prennent des décisions. Donc je pense qu'il y a beaucoup de rhétorique et de discours là-dedans. Les études de neuromarketing sont publiées dans des grandes revues, mais vous voyez, l'impact, il n'est pas dans l'influence des individus. En tout cas, pas à ma connaissance. Ça pose aussi une question très actuelle de la gestion en fait des datas. Hervé Schneewes. Si je peux intervenir, je crois qu'il faut qu'on sépare et qu'on clarifie deux domaines différents. Le premier, c'est celui des neurosciences. Et là-dessus, je serais évidemment d'accord avec mes collègues que quand on est capable d'étudier ce qu'il se passe au moment d'une décision d'achat, et ce qui peut faire que tel ou tel aspect modifie le choix, tout ça, c'est de la science, c'est de l'évaluation, c'est à promouvoir et à faire connaître. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande différence entre ce qui se passe dans un laboratoire, que ce soit de l'imagerie cérébrale, que ce soit de l'électroencéphalogramme, que ce soit de la détection de certaines ondes qu'on appelle N200 ou P300, qui permettent de détecter certaines régions impliquées dans l'émotion ou certaines régions impliquées dans la cognition. Tout ça, c'est des faits au laboratoire dans des conditions expérimentales bien contrôlées. Et puis après, on rentre dans tout un domaine de spéculation.
Le premier domaine de spéculation, c'est que dans la vraie vie, on n'est pas au laboratoire. Le deuxième domaine de spéculation, et là je serai un peu en contradiction avec ce qui a été précédemment dit par Antoine, c'est que ce n'est pas parce qu'on enregistre une émotion plus importante que la conséquence va être un acte d'achat plus important. Sinon, à chaque fois qu'on voit une voiture de sport présentée avec une jeune femme plus dénudée que moins dénudée, on enregistre une émotion chez un certain nombre d'hommes. Ce n'est pas pour ça qu'ils se précipitent chez le garagiste pour acheter la voiture en question. Ni sur la jeune femme. J'espère, ni sur la jeune femme. Mais le fait de déclencher une émotion, ou le fait de déclencher, si on regarde en IRM, un pulse de dopamine, ne veut pas dire que, un, l'achat va se faire, et encore moins, deux, que la mémoire va se former. C'est une probabilité qui peut être, dans certaines conditions expérimentales, augmentée, mais absolument pas vérifiée dans la vraie vie. C'est exactement les mêmes a priori qu'avec le détecteur de mensonges. Avec le détecteur de mensonges, on pensait que, comme c'est mal de mentir, quelqu'un qui ment et quelqu'un qui doit exprimer les symptômes de la culpabilité, donc transpirer, avoir une accélération du rythme cardiaque. Ça a donné le détecteur de mensonges. On essaye de faire la même chose en imagerie. Quelqu'un qui ment doit en avoir honte, donc on doit pouvoir enregistrer une émotion augmentée. Mais tout ça, c'est des a priori. Un vrai psychopathe, il n'a aucune culpabilité et aucune honte. Donc, il n'aura aucune émotion à l'évocation d'un mensonge ou à l'évocation du crime. Il faut faire attention à la différence qu'il y a entre ce qu'on est capable d'observer, de décrire, d'enregistrer au laboratoire et les a priori ou biais de pensée que nous avons sur l'interprétation des résultats. Une question, Alice. Bonjour. J'avais une question au sujet du suivi du déplacement oculaire. Est-ce que si on sait que la vue, je veux dire qu'on a regardé certains endroits sur une affiche ou quelque part, on va nécessairement mieux mémoriser ou mieux se rappeler ou être plus influencé. Et là, on peut le faire sans appareillage compliqué. On peut même suivre le regard. Quand on regarde son smartphone, la caméra pourrait regarder, c'est-à-dire suivre votre mouvement oculaire. Et analyser en même temps, pour un coût modique, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y a peut-être des systèmes qui font ça et qui permettent de savoir où les gens regardent. Et c'est le cas sur les pages Internet où on met des petites publicités qui bougent ou des petits bonhommes. Et là, on a bien une influence, entre guillemets, qui est mise en place et qui utilise en fait un peu notre réaction neurologique ou biologique, naturelle. Et là, on influence bien, à l'insu des gens. En haut à droite, vous disiez tout à l'heure, non ? Ce que vous décrivez là, c'est fait en permanence, c'est enregistré en permanence. Ce qu'on appelle le eye tracking, des enregistrements sont faits. Quand vous balayez un écran, on regarde où est-ce que vous regardez, et bien sûr, vous allez regarder en explorant d'abord en haut à gauche puis à droite. Quand on va vous présenter une scène naturaliste, par exemple un paysage, votre regard va avoir tendance à se focaliser sur le centre. Mais ce système de eye tracking, c'est vraiment un excellent système, un excellent exemple, pas seulement pour le neuromarketing, mais aussi pour la santé publique, des questions éthiques qui se posent. Bientôt, vous aurez ce système dans votre voiture. Ça existe déjà dans certaines voitures, tout simplement parce que quand vous commencez à avoir des pertes de vigilance, quand vous commencez à vous endormir, le système normal de nystagmus qui balaye le champ visuel en permanence se ralentit. Et donc, un système de eye tracking qui regarde vos mouvements oculaires va être capable de détecter une perte de vigilance. Si vous êtes au volant, il va être capable de vous signaler que vous êtes en train de vous endormir. Et donc, par exemple, activer un signal qui vous réveille ou une voix qui va vous dire « Attention, vous êtes en train de vous endormir, vous devriez vous ranger ou vous devriez vous reposer ». Jusque-là, c'est en tout cas mon cas, vous allez considérer que c'est un équipement sur votre voiture qui est un équipement de sécurité avantageux,
qui vous permettent d'augmenter la sécurité de votre voiture. Mais si maintenant je vous dis que l'ordinateur de bord de votre voiture, en même temps qu'il va signaler votre diminution de vigilance, va transmettre l'information à la gendarmerie la plus proche pour que, si vous ne vous arrêtez pas vous-même, on puisse intervenir et vous éviter de tuer quelqu'un. Ou si je vous dis que votre ordinateur de bord va enregistrer un certain nombre de pertes de vigilance et transmettre à votre assureur le fait que régulièrement vous conduisez dans des conditions de vigilance non optimales. Est-ce que vous allez continuer à être d'accord? Et pourtant, en termes de santé publique ou en termes d'équilibre économique, ça peut se justifier. Voilà comment l'implémentation de certaines techniques qui peuvent être bénéfiques et utiles dans certains cas, faciles à mettre en œuvre comme l'eye tracking, peuvent soulever des questions éthiques sur l'autonomie de la personne et les libertés individuelles qui mettent en tension ce que veut un individu ou ce que peut vouloir un individu et l'intérêt de la société. Une dernière question à Paris. Bonjour, je suis Dorothée. J'ai un doctorat en neurosciences, mais depuis j'ai monté ma société en 2009. Pas de neuromarketing, médiamento et avec une charte éthique qui me pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait, je travaille beaucoup moins que ce que je pourrais le faire. Et donc je me suis interrogée, d'ailleurs j'ai déjà rencontré Monsieur Schneeweiss depuis 2009, donc il y a eu la loi, toutes ces choses-là. J'ai un petit peu un point de vue aussi, si je puis me permettre. La première chose, c'est l'abus de langage de ce mot neuro, moi qui m'exaspère, puisque beaucoup de gens... parce qu'ils ont lu un ou deux Audi Jacob qui parlent de je ne sais quoi, vont se permettre d'être consultants dans le management avec du neuro quelque chose où il n'y a pas du tout de neuro, je suis désolée. Donc méfiez-vous. Deuxièmement, qu'est-ce que la scientificité, qu'est-ce que le scientifique? Parce que neuroscience, il y a le mot science. Selon mon point de vue, la scientificité, c'est d'utiliser une méthode expérimentale pour étudier. Moi qui me suis beaucoup intéressée à ce que les autres faisaient en neuromarketing, il y a très peu de scientificité dans ces études-là, sauf si c'est de l'IRM, puisque là on passe par des chercheurs. Scientifique. Alors scientifique, c'est quand c'est publié dans une revue scientifique, on est bien d'accord. Quand c'est de la neuroimagerie, bien évidemment, ça va être publié. Si c'est publié, ça va être dans des revues à contexte plus neurones, des publications dans des revues spécialisées neuroscientifiques. Si c'est des mesures du système nerveux périphérique, c'est-à-dire eye tracking, la sudation sur le doigt ou toutes ces choses-là, souvent ça va être scientifique, mais plus publié dans des revues marketing et non pas neuroscientifiques. Donc je ne sais pas si les pairs scientifiques savent toujours analyser avec recul toutes ces données-là. Et enfin, voilà, j'en arrive à ma question, vu qu'il y a tout ce neuroblabla à droite à gauche. Pour information, pour celles qui font, j'appelle ça neuroblabla parce que je ne sais pas si vous voyez, aujourd'hui, il faudrait faire un comptage du mot neurosciences partout. Et quand vous décortiquez un article dans l'IB ou ailleurs, il n'y a pas du tout de neuro, en fait. Il n'y en a pas du tout. Pour les étudiantes sur le mémoire en neuromarketing, il y a une association qui s'appelle le NMBSA, qui est une association mondiale qui répertorie toutes les sociétés qui font du neuromarketing. Et là, normalement, vous aurez des informations. Et voilà. Et donc, l'abus de langage du mot neuro, par exemple, neuroéconomie et nudge, selon mon point de vue, le nudge, c'est pas de la neuroéconomie, c'est de la behavioral economics, c'est de la science du comportement économique. Mais il n'y a pas trop de neuro, normalement, mais un petit peu, de temps en temps. Et j'en arrive à ma question. Qui est-ce qui est berné? Est-ce qu'on manipule le citoyen, le consommateur, ou est-ce que les sociétés qui font du neuromarketing, je te répète, je n'en fais pas, ne sont pas en train de berner leurs clients, en fait, les annonceurs. Qui doit-on informer? Est-ce que c'est le citoyen? Oui, bien sûr. Mais est-ce que ce ne serait pas peut-être bien, aux côtés de la loi bioéthique, d'arriver à organiser des choses, des séances, je ne sais pas comment, avec des chercheurs neuroscientifiques, des chercheurs, je dis bien, qui viendraient former des gens dans des grosses sociétés, plutôt que des neurocharlatans
qui viennent leur raconter des merveilles en attendant un cerveau illuminé comme un sapin de Noël, et que cela voudrait dire certaines choses avec un effet de causalité qui n'existe pas. Et pourquoi pas, excusez-moi, je suis très tranchée, mais c'est quelque chose qui est en train de nous envahir, et je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, pourquoi pas établir une sorte de réseau de chercheurs neuroscientifiques, moi je ne le suis plus, mais qui irait donner des débats, mais au sein des gros groupes industriels qui sont chez nous, au sein des ministères, un peu partout, pour informer tous ces gens-là du neuroblabla et du neurobon. Chacun et chacune, une réponse. Oui, ce neuroblabla, ici à Paris, puis à Nice, assez concise. Alors, effectivement, il y a un problème de comment dire ah oui, il faut être rapide. Non, pas rapide, concise. Concise. Bon, alors, oui, moi je pense que c'est les grandes entreprises qui se font avoir par ce neuroblabla. Mais si vous dites qu'il faut envoyer des neuroscientifiques dans les entreprises, le problème, c'est qu'il y en a qui jouent le jeu du neuromarketing pour avoir un poste, pour avoir de l'argent, pour voilà. Donc, c'est pas parce que vous êtes neuroscientifique que vous êtes à l'abri des tentations. Et je ne vois pas en quoi les connaissances sur le cerveau vont permettre aux organisations, aux entreprises de fonctionner mieux. J'ai été neuroscientifique pendant 10 ans et j'ai fait une thèse en neurosciences, mais ce n'est pas pour ça que je comprenais mieux comment fonctionnaient les individus. Moi, je travaillais sur le développement du système nerveux central, j'étudiais les interactions entre neurones et glies, mais je ne comprenais pas mieux comment fonctionnaient les individus. Donc, ce n'est pas parce que vous allez avoir des connaissances en neurosciences que vous allez comprendre comment fonctionnent les individus et la société. Voir, ce n'est pas comprendre. Ce n'est pas obligatoirement comprendre, c'est ça. Hervé Schneewes. Bon, à l'évidence, il faut plus de recherche et plus de recherche en neurosciences. On est au début de nos connaissances. Nos outils pour explorer le cerveau sont de plus en plus développés. On va avoir bientôt à Neurospin, à côté de Paris, une IRM à presque 12 Tesla. Ça veut dire accélérer la vitesse d'acquisition des images, ça veut dire descendre dans des résolutions plus importantes, ça va permettre d'explorer mieux notre cerveau qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc nous sommes ignorants et nous avons besoin de beaucoup de recherche en neurosciences et beaucoup de soutien. Maintenant, on ne peut pas non plus disqualifier beaucoup de choses qui sont déjà connues. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de neuroblabla, mais ce n'est pas une raison pour ne pas déjà utiliser une partie de ce que nous savons. Je prendrai juste un exemple. Les connaissances dans le domaine des neurosciences de l'éducation nous permettent de disqualifier, je l'espère une bonne fois pour toutes, la méthode globale. Utilisons au moins des connaissances comme celle-là, peut-être pas pour faire, mais pour éviter de faire. En particulier, éviter de faire des catastrophes. Merci. Et à côté de ça, il faut informer, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller dans les entreprises? Quand on est invité, on y va. En tout cas, merci de participer à ce débat ce soir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous quatre. Rapidement, la réponse à la question 1 du quiz était évidemment les décisions se font au niveau. Attends nos réponses? Oui. Mais je ne sais pas en fait, parce qu'après tout ce que vous venez de dire, je suis un peu perdue. De l'inconscient. 85% de nos décisions sont irrationnelles, paraît-il, et se font au niveau de l'inconscient. Question 2. Le neuromarketing, vous l'aurez compris, désigne le concept de l'étude du fonctionnement du cerveau humain lorsqu'il est soumis à divers stimuli, marques, produits, odeurs, publicités, etc. Question 3. La couleur assimilée par notre cerveau à la confiance, c'est le bleu. C'est très rare qu'on se trompe ici sur une question du quiz. Bravo à vous, c'est la première fois, je vous félicite. Je vais donc évidemment remercier ce soir la Cité des Sciences et de l'Industrie ainsi que la Schema à Nice de nous avoir reçus. Merci à l'INSERM et à l'Universcience également. Merci à nos invités. À Antoine, puisque maintenant nous sommes intimes, à Brigitte, à Hervé et à Nathalie. Merci à vous quatre. Merci évidemment à nos techniciens que nous rendons à leur vraie vie. Et puis à bientôt. Là, bientôt, ça sera le 13 juin autour d'un thème intéressant. Sport, supplice ou délice, ça rime. Bonne soirée à vous. Au revoir.